Pour qu'une œuvre existe, il faut qu'elle trouve son lieu, qu'elle trouve son site. Et c'est à l'artiste que de découvrir le lieu justement où elle va être en interrelation avec l'espace existant, en même temps le renforcer, le modifier, dans une relation de tension. Je crois qu'il est important qu'un artiste ne s'inscrive pas dans un contexte, dans une sorte de soumission à ce qui préexiste, mais c'est au contraire, et c'est l'une des préoccupations de Piotr Kowalski, de créer une sorte d'esthétique de la tension, qu'il y ait toujours entre le visible et l'invisible, quelque chose qui se veut de l'ordre donc du déséquilibre. Et il y a dans le travail de Piotr Kowalski la recherche constante d'intervenir dans l'espace public, dans la ville. Il y a là, d'une certaine manière, dans cette cité Descartes, au centre de cette ville nouvelle, la création d'une mythologie. Et c'est quelque chose que Piotr Kowalski a essayé d'analyser quand il écrit comment créer dans des villes qui s'appellent et qui sont des villes nouvelles, des villes ex nihilo. Ex nihilo, comment peut-on agir là-dedans? À quoi accrocher cet espace? À quel genre de pensée? Comment le faire pour que ça devienne un espace public, donc un espace qui, à mon avis, doit avoir un mythe quelque part quand même, parce que sans mythe, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de ville. C'est-à-dire que le mythe dont tu parles, c'est pas tant son contenu significationnel qui importe que le fait qu'il devienne énonciateur. C'est-à-dire énonciateur de quoi? Énonciateur d'une singularité. Énonciateur de la possibilité d'une singularité. La possibilité que, étant devant l'agencement spatial que tu appelles, je pense à celui de la Défense, quelque chose s'accroche dans ta mémoire, quelque chose fasse événement, qu'on rentre dans un lieu singulier, et donne l'occasion de mémoriser quelque chose, de se sentir exister sur le mode de l'irréversibilité. Depuis que j'ai vu ça, quelque chose est advenu. Donc le travail de l'artiste est là pour créer des coupures et poser des catalyseurs qui vont donner des occasions de reproblématiser l'existence. L'artiste a une autre échelle de temps que celle des urbanistes, qui est de 10 à 50 ans, ou des architectes, qui est de 5 à 10 ans. Il travaille dans le présent sur une matière qui est le changement de la sensibilité, conscience critique des structures sociales cachées, mémoire vive ou celle à sauver du passé. Corps angoissant, tel que toutes les lignes angoissantes tirées par angoisse à la surface de l'angoisse sont égales en angoisse.
angoisse céleste angoissante, ou imaginaire angoissé, ayant pour centre angoissant l'œil angoissé de l'observateur angoissant. Les urbanistes travaillent sur des grands amas sociologistiques où l'obsolescence s'adapte à la structure économico-géographique en évolution ou dégénérescence permanente. Les architectes, eux, travaillent sur des micro- ou macrostructures et les formes s'adaptent à l'activité sociale en vigueur avec une obsolescence probable de 25 ans. Le rôle d'artiste est nul à cette échelle de temps ou d'économie. On pourrait dire que l'urbanisme et l'architecture sont le hardware du cadre de la vie et que l'art, c'est plutôt du software. Il y a des époques privilégiées où ces deux-là, le hard et le soft, sont incarnés par les mêmes acteurs et unifiés par les pouvoirs dans une urgence de renouveau qui leur donne les moyens d'action comme cela s'est passé à la Renaissance ou dans les premiers temps de la Révolution d'octobre. Je doute que les temps présents et les gouvernants ayant le courage, un goût d'aventure, une audace et une curiosité intellectuelle permettant de pareilles ouvertures vers des horizons nouveaux. Que faire? Intervenir visiblement dans le paysage et le tissu urbain à une grande échelle et dans un laps de temps court. L'art est une urgence. Et l'artiste veut voir et toucher son travail de son vivant. Je vais créer un Luna Park scientifique, c'est-à-dire créer un lieu de gai savoir. Toute la connaissance contemporaine, toute la connaissance du XXe siècle pourrait prendre corps d'une façon directe, pourrait comprendre ce que c'est la physique d'aujourd'hui, quelle est notre conception d'univers, mais à travers un jeu, à travers des lieux, à travers des objets. Comme un parc d'amusement, des idées. C'est plutôt un paysage. Donc on peut le prendre comme un amphithéâtre et aussi on peut s'asseoir et on peut pique-niquer, on peut dormir et c'est assez large pour pouvoir se servir de ça comme un flanc d'une colline. Je voulais que ça fasse amphithéâtre aussi, possiblement, qu'on puisse s'asseoir et faire jouer en bas. C'est une bonne pente pour un amphithéâtre, dans lequel il peut se passer autre chose que regard. If you can imagine an air bubble in the water on which I could deposit metal, this was done more or less the same way. I was building a hollow space over which I deposited the metal, and once the first coat is thick enough to live by itself, then the process goes on, builds up and builds up more and more. This is plastic, interlocking, very complex topology. I think when the explosive pushes in the metal, the thing happens so fast that it doesn't propagate itself all over the sheet of metal. And I have a feeling that the metal becomes elastic. At the moment of explosion, it becomes really like a piece of rubber. Real fast, then it stops. I think, yes, very fast, it becomes elastic and then it stops. And it's only in local areas where the explosive hits it. I think so. Pick up from the mirror, bounce on one piece and go to the other and go back and forth.
This is 1/4-inch stainless steel. It's very thin compared to the height. And as you can see, this will tremble with the wind and move. Yet it's very strong. Enclosure for a power station, and it's located in the Paris area in France. It's made out of translucent polyester, which lights up at night, and it's made out of between 1/8 and 1/4 inch thin wall, which was molded on tension surfaces. This is a very large piece. It's a concrete wall which was poured in situ. It's in France, about 20 miles south of Paris, and it's in the civic center of a satellite town. It was commissioned by the French government. Il ne s'agit pas des matières, il s'agit d'espace, il s'agit de la... Il ne s'agit presque pas de ce qu'on voit, il s'agit de comment on le perçoit et de comment on se comporte dans cet espace, comment on bouge. Donc de nouveau, comment cet espace s'accroche à l'inconscient d'un côté et comment il nous fait bouger malgré nous, comment il modifie la lumière malgré nous. Physiquement, on perçoit ou on s'oriente dans des choses aussi anciennes comme la perspective, comme la symétrie, comment ces choses qui sont prises pour normales, pour la perception, comme faisant partie de la perception, comment ces choses sont ramenées au niveau d'agencement d'espace. Je reviens à la charge, si tu veux. Parce que une chose est l'utilisation des objets techniques, des objets scientifiques sous leur face extérieure esthétisante. On peut faire... il y a eu 150 utilisations de ce type dans les courants d'art moderne. Ce que je dis, c'est pas ça. C'est le type d'objet
que j'appelle moi déterritorialisés, qui sont véhiculés et qui sont quelque part ni plus ni moins réels que les objets de la perception, qui sont quelque part hyper réels, puisqu'ils correspondent à un certain type de proposition scientifique ou de proposition logique. Et par exemple, écrire le chiffre vivant du nombre d'habitants sur la Terre avec des petites billes dans un grand cube, c'est une écriture comme une autre, mais du coup c'est un chiffre qui vit sur lui-même, c'est une manifestation d'un chiffre totalement différent de ce que on a comme chiffre quand on lit, il y a tant d'habitants sur la Terre, il y en a tant qui meurent, il y en a tant qui... etc. etc. Bon. C'est un traitement d'un objet en apparence abstrait, mais qui quelque part est finalement tout à fait concret aussi dans notre existence. C'est pas du tout une abstraction intellectuelle, c'est quelque chose, sentir les galaxies, les particules, le mouvement brownien, des nombres comme ça, même des nombres tout à fait mathématiques, ça peut dépendre de la façon dont on se propose de le faire sentir. Et c'est là que ça devient une forme d'art. Au fond, c'est dans un sens encore plus large que l'utilisation des machines scientifiques, c'est l'utilisation du cosmos, on peut dire purement et simplement, comme matière artistique. J'essaie de faire des pièces où physiquement on se rend compte de la réalité. Si les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que sont les nombres, les nombres deviennent tout à fait abstraits au-delà de quelques centaines. Et quand on voit la masse que représente les grands nombres devant en tant que volume, en tant que masse devant soi, on a une perception plus charnelle. Physique, ouvert au sens sensible. Des choses de quoi on parle. Et là, la flèche de temps, on a une perception immédiate du monde de la télévision, du monde de la communication. Je ne peux pas te dire de plus. Pour moi, il me semble que c'est direct, c'est charnel. On est devant. Tu m'as demandé si c'est plus sculpture ou plus. C'est comme ça, c'est évident. C'est devant toi. On peut pas. On voit le matériau. On voit de quoi c'est fait cette histoire-là. Puisqu'on voit les pixels, si on veut. On voit toutes les images. On voit la matière d'information de ce qu'on nous donne à la télévision, voilà. On voit le matériau. Oui, donc le réel aussi, c'est dans cette idée-là, dans cette logique-là, c'est le processus. C'est le processus là de la télévision, etc. Mais c'est aussi le processus de l'œuvre, d'une certaine façon. C'est la même chose, ça devrait être. Oui, ça devrait être la même chose. Ça devrait être la même chose. Oui. Parce que ça, c'est une chose, moi, qui m'intéresse toujours dans ton travail, c'est ce que Jean-Christophe Bailly a appelé la conscience de l'origine, ou quelque chose comme ça. D'où viennent les choses. Mais il faut le rendre transparent, oui. Rendre évident, c'est-à-dire que la façon de quelle l'œuvre est faite et de quoi elle parle, les deux doivent être faits de même façon. Oui. Ne pas être symbolique. Enlever un échelon. Donc être plus réel, moins symbolique. C'est ça? Oui. Et est-ce que donc, pour revenir à la question, est-ce que dans ce cas-là, les nouvelles technologies sont quelque chose
Parfois plus de transparence, on pourrait dire ça. Ça peut. Ça peut donner. Mais ça donne aussi de l'opacité, non? Tout ce qu'on veut, comment un ou l'autre. Non, c'est à nous. De prévoir les conséquences, on peut pas les prévoir. Je ne peux pas. Je sais que certainement ça va amener une autre esthétique, mais heureusement on ne peut pas la prévoir, parce que comme ça, il y a des artistes qui continuent à travailler et à inventer des choses. Et d'ailleurs, il ne faut pas prévoir. Il y a des surprises à venir. Il y aura des surprises. Toute idée derrière les time machines, c'était de rendre le temps aussi physiquement présent que les trois dimensions, aussi réel, aussi tangible que l'espace. Si on a une matière, on peut en faire plein de choses. Là, on le coupe en morceaux, on manipule tous les morceaux, on peut vraiment faire du vrai tissage, on peut faire le vrai travail sur le temps comme on fait sur l'espace. Les pixels, les petits lacs font 2 mètres sur 2. Et c'est ainsi que le paysage est digitalisé. Ce qu'on voit, c'est juste la chose sur la montagne, les pixels, le lieu d'image et la partie visible de la machine, stockage d'eau. Pas d'architecture. Le monument est une projection d'un carré sur le paysage. Et c'est pour ça que des satellites, il apparaît comme un carré parfait et sans déformation. La Terre étant aplatie de cette hauteur. Allongé sur le vide, bien à plat sur la mort, idée tendue, la mort étendue au-dessus de la tête, la vie tenue de 2 mains. Élever ensemble les idées sans atteindre la verticale et amener en même temps la vie devant le vide bien tendu. Marquer un certain temps d'arrêt et ramener idées et mort à leur position de départ. Ne pas détacher le vide du sol. Garder idées et mort tendues. C'est le regard sur le monde, on ne peut pas... C'est la science qui regarde le monde aujourd'hui. L'art regarde l'homme. Mais peut-être les deux peuvent se rejoindre. Je crois que l'art ne protège pas, l'art pose des questions. L'art pose des questions sérieuses et dangereuses. Le vrai art est l'autre versant de la science. C'est-à-dire l'autre versant de la connaissance. C'est celle qui est comme je pense, un versant de l'aberration personnelle, individuelle. Ce que la science ne peut pas être. La science n'est jamais individuelle par son essence. La science est collective. L'art permet d'établir une hypothèse de vie et puis de changer sa propre vie, de vivre un hasard, d'assumer un hasard. D'assumer un hasard, la vie est un hasard. L'art permet de le vivre d'une façon consciente.